Alors nous sommes avec David, Selecta David. Nous avons appris encore une fois beaucoup sur l'homme, très beau parcours. Nous avons parlé de sang et farine. Maintenant, nous allons partir en Afrique. Alors David, je sais que tu es allé dans plusieurs pays d'Afrique. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé tout d'abord pour te dire, je me rends en Afrique? Pas de motivation particulière. On va dire que j'ai été élevé avec l'idée que j'étais africain. Faut pas avoir peur de le dire. Les Blancs viennent d'Europe. Ce sont des Européens, donc les Noirs, ils peuvent pas venir d'ailleurs, quoi. Hein. Les Noirs viennent d'Afrique. Donc moi, j'ai été élevé comme ça. Mon père me l'a dit toute ma vie. Et donc quand je passais du temps à la télé à regarder un peu des émissions, quel que soit le type d'émission qui concernait l'Afrique, ben ça me faisait rêver. Il y avait vraiment rien de forcé. C'était là. Il fallait obligatoirement qu'un jour j'aille sur la terre de mes ancêtres. Même si nous sommes sans mêler, certains préfèrent être assimilés à l'Europe. Et bien d'autres ont choisi l'Afrique. Et donc moi je fais partie de ces gens-là. Et donc j'ai pas eu d'opportunité par rapport à mes études. Disons que peut-être que j'étais motivé par autre chose, donc j'ai pas cherché à aller faire mes études en Afrique. Mais dans ma quête d'homme, il fallait que je me retrouve un jour sur la terre de mes ancêtres. Et donc, c'était ça, on va dire, le leitmotiv toute ma vie, depuis que j'étais conscient de ce que j'étais, jusqu'à ce que j'en ai les moyens, en fait. Ok. Alors, quel a été le premier pays d'Afrique que tu as visité et à quel âge? J'étais déjà assez âgé quand j'ai visité l'Éthiopie. C'est le premier pays que j'ai voulu voir pour le côté, on va dire, symbolique et historique. D'après les dires, c'est le berceau de l'humanité. Donc, je me suis offert ça pour mon 32e anniversaire. Et donc, j'ai commencé, non pas par la capitale, je suis allé à une ville sainte qui s'appelle la Libella. Et donc, ça a été, on va dire, le premier lieu que j'ai eu le plaisir de visiter en posant les pieds en Afrique. Ok, alors l'Éthiopie. Quelle sensation, les émotions que tu as eues, les premières sensations en foulant la terre africaine? Là, le premier sentiment, c'est de la joie. Le premier sentiment, c'est de la joie. Et bon, après, une fois que ça s'est installé, on commence à se poser des questions quand même. On commence à avoir des petites craintes, puisque c'est quand même l'inconnu. C'est quand même l'inconnu. Ça faisait des siècles, on va dire, que je n'y étais pas retourné. Et je me comprends en disant ça. Et donc, on a toujours des incertitudes. On se pose toujours des questions. Ça, ce sont les premiers sentiments, on va dire. Mais après, une fois que les premières heures qu'on a commencé à discuter avec les gens, qu'on a commencé à voir un peu du pays, on se laisse vivre. Mais justement, hein, comment la population t'a accueilli? Comment ça se passait sur place? En fait, bon, je veux pas trop conditionner les auditeurs, parce que chacun vit sa propre expérience. Mais moi, surpris, c'est comment certaines personnes dépendent des touristes, en fait. Alors que pour moi, c'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose d'étranger. Même si on vit en Guadeloupe, le touriste, c'est pas, on va dire que c'est pas la priorité des Guadeloupéens.
c'est pas la priorité des Français de Paris non plus quand il y a des touristes qui débarquent. Et donc, j'ai été surpris de voir que tout le monde était guide. Tout le monde était guide touristique à la Libella, en particulier les jeunes. Et ça, c'était assez drôle, mais bon, on s'y fait. Après, une fois qu'on a pris ces marques, on vit avec. Ok, alors comment c'était la région où tu étais? C'était montagneux, c'était plat, c'était vert, c'était sec? Alors, quand je suis arrivé à la Libella, il faut savoir que l'Éthiopie, c'est un des pays en Afrique où il y a le plus d'altitude. Donc, certaines villes sont très haut en altitude, dont la Libella. Et il faisait relativement froid. Et heureusement que j'étais équipé pour ça. Très pluvieux, mais avec beaucoup de contrastes en fait. Parce que quand on est dans la ville même, quand on visite les temples, parce que on va dire qu'ils sont chrétiens là-bas, quand on visite les églises, c'est taillé dans la pierre. C'est taillé dans la pierre, dont notamment une église qui est très, très célèbre, la fameuse église Saint-Georges, en fait, qui est taillée dans la pierre, mais c'est, comment dirais-je, c'est pas souterrain, mais il faut quand même, faut descendre. En fait, on voit le niveau supérieur quand on est à la surface. Mais la base se retrouve peut-être à, on va dire, 30 ou 40 mètres plus bas. Et donc, ça, c'est la particularité de cette église. Ensuite, il y en a d'autres qui sont taillés dans la pierre aussi, mais l'accès n'est pas pareil que l'église Saint-Georges. Et il y a des galeries qui permettent de circuler entre les différentes églises. Donc, ça fait... On a l'impression d'être un peu un aventurier, un peu comme bon allez, on va citer Indiana Jones parce que c'est malheureusement c'est ce qu'on nous a inculqué quand on était jeunes, les aventuriers, on nous montrait toujours ces personnalités là. Et donc on a cette impression là, on a l'impression de partir à la recherche d'un trésor. On trouve des passages secrets, des salles secrètes. Et si des fois, vous avez de la chance, vous pouvez rencontrer un prêtre qui va vous montrer justement ce genre de lieux, des choses que tous les touristes ne verront pas. Donc ça, c'est la partie, on va dire, rocheuse et un peu sèche. Où, c'est plutôt malgré les précipitations, c'est quand même de la terre, quoi. On a l'impression que c'est sec, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça. Et pas trop loin, donc il y a des traces, il y a des lieux où on peut aller. Il y a des églises qui sont aussi taillées dans la montagne, dans la pierre, mais qui demandent un certain temps de marche. Et donc je suis allé avec un jeune dans une église qui correspondait à cette description-là. Et donc quand on montait la montagne, donc c'était très rocheux, très peu de buissons, très peu de végétation. Et une fois qu'on est arrivé au sommet, c'est vert. Et on constate qu'il y a des habitations, il y a des jardins, il y a des ruisseaux, il y a système d'irrigation, il y a des gens qui vivent là, mais très discrètement. Donc on traverse le village et donc on continue sur notre itinéraire jusqu'à ce qu'on arrive sur le flanc de la montagne. Et donc sur le flanc de la montagne, on peut apercevoir des vallées, des plaines à l'horizon. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est éthiopien, c'est comment dirais-je, c'est comme sorti d'un rêve en fait. Et on voit des falaises. Et depuis ces falaises, il y a des chutes d'eau. Okay. Et il y a un espace entre les chutes d'environ 100-150 mètres. Et donc, on voit des suites de chutes d'eau comme ça, au loin.
Et ça fait vraiment rêver, ça donne l'impression que c'est quelque chose qui est tiré de notre imaginaire, parce qu'on voit ça dans les films, on n'imagine pas que c'est la nature finalement qui inspire l'homme. On ne s'en rend pas compte. Et donc ça, c'est ma première expérience de l'Éthiopie. La Libye, en tout cas. Très bien. Quel plat, la gastronomie là-bas, qu'est-ce que tu as mangé de bon en Éthiopie? Alors, moi, on va dire que je suis pesco-végétarien, donc j'ai pas goûté à tout, mais j'ai beaucoup mangé du fameux injera. Donc, c'est une espèce de grosse galette, un peu avec la consistance d'une crêpe. Et donc, on mange ça avec un peu de tout, avec des végétaux, des fois avec de la viande aussi, mais dans mon cas, c'était plutôt avec des végétaux. Et donc, j'ai beaucoup mangé ça. Après, j'ai pas été trop aventureux puisque j'ai mes convictions aussi. Mais dans les lieux où j'ai eu l'occasion de poser le pied, ils buvaient beaucoup d'une espèce de vin. Bon, ils disaient honey wine. Bon, je sais pas si la traduction c'est vin de miel. Je sais pas à quoi ça correspond en français, mais ils buvaient beaucoup de ça. Et comme je bois pas d'alcool non plus, j'y ai goûté, mais j'ai pas pu m'enivrer. Mais je sais que c'est très populaire là-bas. Très bien, très bien, très bien. Ah, ça, l'Éthiopie, là, tu donnes déjà envie d'aller en Éthiopie, hein? Franchement, très bien, très bien, très bien. Alors, tu as fait l'Éthiopie. Ensuite, tu es allé où? Alors, disons que j'ai passé un mois en Éthiopie et je l'ai quitté pour aller en Zambie. Alors, on va me demander pourquoi la Zambie? Qu'est-ce qu'il y a en Zambie? Moi, je voulais voir les chutes Victoria. Et donc, j'ai vu une photo une fois sur Internet. Je me suis dit, tiens, je vais voir ça. Il faut que je voie ça un jour dans ma vie. Et donc, c'était l'occasion. J'y suis allé. Et donc, je suis allé dans une ville qui s'appelle Livingstone. Et donc, en fait, on peut voir les chutes Victoria depuis le Zimbabwe ou depuis la Zambie. Ce sont des pays limitrophes. Mais la meilleure vue, à mon avis, c'est depuis le Zimbabwe. Puisque les chutes sont du côté zambien. Et donc, pour les regarder, pour être face à elles, il faut être au Zimbabwe. Pardon. Donc, j'ai dû traverser la frontière pour aller voir les chutes Victoria en Zambie. Ça, c'est extraordinaire. Ça magique, hein? Ça encore décrit là, hein? C'est fort. Hein? Tu es resté combien de temps là-bas? Tous les pays que j'ai visités, je suis resté au minimum 1 mois. Et donc, c'est comme si je vivais là-bas, quoi, en fait. Tu vivais où? Tu étais chez les gens, chez l'habitant, ou c'est en hôtel? Tu étais comment? Alors, au début, j'ai beaucoup utilisé les hôtels. Et puisque, on n'a pas tout le temps la chance de connaître du monde ou alors de faire la connaissance de quelqu'un qui vous invitera à passer un séjour chez elle ou chez lui. Et en fait, quand je suis arrivé en Zambie, c'est là où j'ai vraiment commencé à dormir chez l'habitant. Et j'ai fait la connaissance de la présidente d'une association, une organisation caritative qu'ils appelaient Mabana. Mabana, ça a quelque chose à voir avec la mer. Et en fait, ce sont les circonstances qui ont fait que je les ai rencontrés. En fait, je suis tombé malade à Livingstone, j'ai eu une pneumonie. Et donc, je ne pouvais pas bouger, il fallait que je reste sur place. Et donc, ça a prolongé mon séjour à Livingstone. Et donc, ça a permis ma rencontre avec les responsables de Mabana. Et ils m'ont invité à venir chez eux. Ils m'ont dit qu'ils ont un projet où ils apprennent aux gens à utiliser des ordinateurs, à faire des jardins, où on leur apprend des choses en fait qui leur permettront de trouver, on va dire, un emploi ou alors de créer une activité. Et donc, je suis allé les rejoindre. Et
J'aime bien cette histoire-là parce que le premier soir, en fait, où j'étais chez eux, donc on mangeait et un plat local. Donc, c'était du poisson qui pensait à ce qu'on appelle pisciette ici, avec une espèce de purée, quelque chose de local, on va dire, d'assez bon marché qui permet quand même à tout le monde de manger. Et on était assis autour de la table et puis la responsable elle me dit, elle était intriguée parce que à cause de ma coupe de cheveux, puisqu'à l'époque j'avais de longs cheveux, elle me dit, et si on faisait un festival reggae? Et donc je lui dis, ouais, il n'y a pas de souci, surtout qu'en plus en Guadeloupe, j'avais l'habitude d'organiser des choses. Donc on a mis ça en place, on a eu toutes les autorisations en moins de 2 jours. On a organisé dans la ville de Choma le Choma Reggae Festival. Et quelques années après, donc j'étais en contact avec la présidente de l'association et elle me dit, ouais, tu sais, on fait toujours le Choma Reggae Festival. Bon, je ne sais pas si ça tient toujours puisqu'on n'est plus en contact, mais c'est parti de là. C'est parti de là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, tu étais déjà dans San Efarine là-bas, en mission reggae. C'est extraordinaire, ça. Oui. On peut pas, comme on dit, passer par terre, passer par ciel. C'est ce que tu dois faire, tu le feras. Franchement, bravo. Alors, donc, je vais te demander la même chose. Hein. La nourriture, décris-nous ce pays-là pour qu'on puisse avoir envie d'aller. Alors, pour faire simple et pour aller vite, la Zambie, pour moi, c'est les gens les plus accueillants que j'ai rencontrés sur Terre. Il n'y a aucun autre pays où j'ai trouvé des gens aussi accueillants. Et c'est pas pour enlever ce trait de caractère aux autres pays que j'ai visités, mais eux c'est vraiment particulier. Et ensuite c'est un endroit où je me suis senti bien. C'est un endroit qui m'a vraiment donné envie d'y retourner. C'est là où j'ai fait mon premier safari. C'est là où j'ai fait de super rencontres en fait. Tu as fait un safari là-bas, oh. Mais il faut parler nous de safari là. Ben, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé à la période des sécheresses. Et donc, à cette période-là, tous les animaux en fait se retrouvent autour du même point d'eau. Donc, on retrouve les lions, les gazelles, les éléphants, on retrouve les hyènes, tout le monde autour du même point d'eau, qui partage le même point d'eau. Puisque comme il fait super chaud, donc ils doivent se désaltérer à ce niveau-là. Et le fait aussi que ce soit sec, la végétation est moins abondante. Donc ça permet vraiment de profiter de l'observation. On peut vraiment observer les animaux sans difficulté en fait. Et donc le challenge pour les gens en général qui vont dans un safari, c'est de voir les 5 prédateurs les plus dangereux, enfin pas prédateurs, les animaux les plus dangereux dans la brousse. Donc le lion, l'éléphant, le rhinocéros, le buffle et le léopard. J'en ai vu que 4 parce que le rhinocéros a disparu en Zambie, mais les autres on les a tous vus. Et c'était pas des mises en scène, ils n'étaient pas attachés là pour qu'on les trouve. Donc il fallait vraiment les chercher, il fallait faire fallait battre on va dire la réserve pour les trouver. Surtout le léopard. Les autres étaient plus faciles à repérer, mais le léopard, celui-là, il est solitaire, il se déplace pas en groupe. Et ouais, ça on va dire que ça c'est mon expérience du safari. Magnifique. Bonsoir, Amy. Bonsoir, Lion. On a de la visite à l'émission L'Union. Alors, David,
nous allons faire une petite pause musicale et revenir avec toi dans un instant pour que tu puisses continuer à nous décrire ton parcours extraordinaire, hein, presque magique pour l'instant, en Afrique. Vous êtes sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. David, nous revenons vers toi pour que tu nous expliques, après la Zambie, tu es allé où? Eh bien, donc, c'était le moment pour moi d'aller sur la terre de mes ancêtres. En tout cas, selon notre histoire. Et donc, je suis allé au Mali. Et là aussi, j'y ai passé un mois. Peut-être plus, je ne me rappelle plus exactement des dates. Et donc, s'il faut dire partout où je suis allé, ça va être compliqué. Mais les endroits, on va dire la première visite, donc c'était pays d'Ogon. Ensuite, j'essaie de me rappeler, je crois, je suis allé à Gao, en passant par, disons, le Sahel, on va dire, on fait une partie du Sahel, puisqu'on voyage un peu dans le désert. Ça c'était assez folklorique, j'ai bien aimé cette aventure, parce que j'ai utilisé les moyens de transport des locaux. Donc on essaie de rencontrer quelqu'un peut-être qui va livrer de la marchandise et puis de monnayer le passage avec lui. Donc je me suis retrouvé à voyager sur des sacs de, je ne sais pas si c'était du riz, si c'était des céréales, mais en tout cas jusqu'à Gao c'était comme ça pendant des heures et des heures. Mais on n'a pas vraiment le temps de se plaindre, en fait, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Et puis, le fait de voyager un peu dans ces conditions-là aussi permet d'apprécier ce que les gens vivent, en fait. Quand je dis apprécier, c'est-à-dire vraiment d'en faire l'expérience. Et bon, j'ai pu aussi voyager sur le fleuve Niger. Là, je crois que j'ai dû revenir de Gao sur le fleuve. Je me rappelle plus. Non, je sais plus. C'est encore vague. Ça fait tellement longtemps. Ça fait 10 ans déjà. Je crois le retour s'est fait en bateau. Le retour s'est fait en bateau. Et encore une fois, hein, on s'adapte, on vit un peu comme les gens. Donc, j'ai acheté une natte sur le marché juste en partant. C'est assez drôle, en fait. Je vais prendre le temps de raconter cette histoire-là. Donc, j'étais dans le bateau et vraiment ignorant des conditions de voyage. Je sais que c'est pour plusieurs jours, mais je ne me suis pas demandé où et comment j'allais dormir. Donc, en discutant avec quelqu'un dans le bateau, il me dit, tiens, tu sais, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et donc, au moment où le bateau part, il y a un des gars qui travaille sur le bateau. On lui dit d'aller nous acheter une natte que nous étions censés partager avec mon compagnon de voyage. Et donc, lui, il est parti nous acheter la natte alors que le bateau était en train de partir. Donc, je me rappelle plus, il a trouvé le moyen de faire la natte arriver dans le bateau. Et lui, il est venu nous rejoindre à la nage. Donc, c'est un peu l'histoire. Et donc, la première nuit, j'ai dormi par terre, j'ai dormi où je pouvais. Et la deuxième nuit, je me suis retrouvé sur le toit du bateau. Et donc, à la belle étoile, j'ai trouvé une couverture, je l'ai prise et puis j'ai fait confiance au pilote. Alors, nous avons un auditeur qui me pose une question par téléphone. Alors, il aurait aimé savoir ton plus beau souvenir de l'Afrique, ton plus mauvais aussi, et le pays qui t'a marqué. C'est Kiko qui est aux abîmes qui envoie ce message. Merci Kiko. Alors, je vais commencer par le plus mauvais. Le plus mauvais, c'est de voir comment les gens s'accrochent aux touristes. Ça, c'est
au début, c'est nouveau et ça demande un certain temps d'adaptation. Bon, après, on comprend pourquoi, comment les gens sont en mode débrouillard pour certains. Certains, on ne dit pas tous, hein, mais ça, c'est le plus mauvais souvenir. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que après, une fois qu'on sait comment gérer ça va tout seul. Le meilleur souvenir, impossible à dire. Impossible à dire, oui, parce que tellement il y en avait, c'est vraiment... Et il n'y a pas un pays qui m'a vraiment plus marqué qu'un autre parce qu'ils ont chacun leur spécificité, chacun leur bon moment. Mais là où j'ai établi le plus de liens quand même, ça a été la Gambie. Parce que la Gambie, c'est Little Jamaïque. C'est Little Jamaica. On entend du reggae partout. Dans les transports publics, chez les gens, sur les téléphones portables des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Ah ouais, là, par contre, ça, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. Mais le reggae, de manière générale, c'est apprécié partout en Afrique. Très bien. Franchement, nous avons déjà eu de beaux témoignages à l'émission L'Union, de belles aventures, mais toi, aussi, le road trip incroyable. Alors, la Gambie, ensuite, où tu es allé? Quand j'ai quitté la Gambie, j'ai fait un petit séjour au Sénégal. Je suis allé à Dakar. Et la ville de Dakar, bon, je suppose que des invités, on en a déjà parlé ici. Mais c'est important d'insister sur l'immensité de cette ville. Et ça bouge, c'est tout le temps en mouvement, c'est organisé. Enfin, à leur façon, c'est organisé. Les transports, c'est phénoménal. C'est super agréable d'aller sur les marchés. J'ai aussi, je me suis fait faire des vêtements sur mesure aussi. Ça, c'est des trucs que j'adore, les boubous et tout. Donc, j'ai fait un petit moment au Sénégal avant d'aller en Gambie pour revenir au Sénégal. Et en fait, j'ai été sur l'île de Gorée. Comment dirais-je, je conseille à tout le monde d'y faire un tour, mais de ne pas fantasmer trop sur Gorée, parce que Gorée, c'est pas la seule porte du voyage sans retour. Et en plus, quand on rencontre certaines personnes, ils vous font savoir que c'est pas le pourcentage le plus élevé du nombre d'Africains qui étaient déportés. C'est pas là où ça se passait le plus. Mais c'est important d'y aller, c'est important de renouer avec le lieu et d'y faire... comment dirais-je, il faut faire... on va dire une petite prière aux ancêtres. Oui, c'est important d'y aller. C'est très, très important. Et donc, j'ai fait un petit passage là-bas, mais j'ai aussi profité pour voir la lutte sénégalaise. Alors ça, c'est... En fait, je regardais ça à la télé quand j'étais en Gambie. Et je ne connaissais pas. Et je me suis dit, dès que je retourne au Sénégal, j'irai voir un combat. Il faut que j'aille au stade, il faut vraiment que j'aille voir ça. Et tout l'engouement qu'il y a autour de ça, toute l'organisation, les croyances, c'est l'ambiance dans les stades, puisque souvent ce sont des combattants d'ethnies différentes. Et donc à ce moment-là, il y a un certain patriotisme qui ressurgit dans chaque communauté. Et ça, c'est phénoménal, c'est indescriptible. Il faut vraiment aller vivre ça. Justement, mais ça se passait où? Dans quel environnement? Un stade, un gymnase ou en plein air?
Ben moi, j'ai eu la chance que ce soit un combat d'envergure. Donc, c'était dans un stade avec des milliers de personnes. Et donc, franchement, il y a des trucs que je peux expliquer, mais le fait de les vivre, parce qu'il y a toute une préparation, il y a un cérémonial, il y a avant qu'il y ait le combat phare, il y a des combattants qui cherchent à faire leur réputation aussi. Il y a les différentes mises en scène, les cérémonies, puisque chacun vient avec ses croyances, avec ses, je ne dirais pas incantation, mais il y a un petit peu de ça, Et après, une fois qu'on laisse la place aux combattants, là, c'est les passions qui prennent le dessus. Ok. Donc, on est de retour. Qu'est-ce qui pourrait rapprocher la communauté africaine de nous? Ben, je pense que la première chose serait qu'il y ait des vols directs et que ce soit beaucoup plus abordable. Je pense que au niveau des prix qui sont pratiqués, tout est fait pour nous décourager. Je pense que ce serait la première chose. Mais sinon, le rapprochement, il est déjà fait. Et en plus, la technologie a tendance à nous rapprocher. Et il y a l'émission L'Union. Ouais, il y a l'émission L'Union qui est un travail qui est en train d'être mis en place pour que nous puissions faire un avec l'Afrique, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés. On ne va pas lâcher l'affaire. Mais en parlant de vol, il y a la Jamaïque qui, depuis le 21 décembre, effectue des vols directs entre Kingston et Lagos, au Nigeria. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Je voudrais aussi saluer l'association Racine de Madame Tyrolien Pharaon, avec qui nous sommes partenaires et que très bientôt en 2021, vous aurez plus d'informations sur cette collaboration. Et bien entendu, l'école panafricaine de la Guadeloupe va voir le jour. Nous gardons espoir, nous avons la foi, ça qui fait. Alors David, quel autre pays, bien que tu as visité beaucoup de pays, peut-être tu vas me dire tout le continent africain, mais quel autre pays qui te tient à cœur de visiter? Égypte, ouais, ce serait bien l'Égypte, le Ghana, l'Afrique du Sud, ce serait bien. Maroc aussi, mais bon, disons que si demain on me disait que j'avais la possibilité de partir, je pense que ce serait le Ghana. Ok. La question que je pose à tous les invités, c'est quel mot pour toi définirait l'Afrique? Communauté. Ok, très bien. Alors, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire c'était la dernière. Nous avons invité le frère David. Et j'espère de tout cœur que vous avez pu apprécier son parcours sur le continent africain et qu'il a suscité l'envie pour que tout le monde puisse un jour avoir l'opportunité, la chance, l'honneur, la bénédiction de mettre son pied sur le sol africain, un sol béni. David, l'heure est plus que dépassée. Donc je tiens vraiment à te remercier pour ton témoignage. Merci d'être venu. Son frère, tu es un frère. Je voulais te dire merci parce que effectivement, si l'émission L'Union aussi existe, c'est parce que à travers nos discussions, nos longues discussions, tu n'as pas hésité à nous raconter plein de choses extraordinaires que tu as fait en Afrique et tu as également suscité mon envie. Et je peux dire que j'ai été aussi en Afrique grâce à toi. Donc merci. Tu es un frère au top, tu es un frère qui fait pour les gens sans en attendre en retour. Ça, je peux le témoigner. Donc merci pour toi, mon frère. Et puis, on continue. Hein. Quelle est l'actualité, l'avenir, sans Néfarine? Comment les choses vont évoluer? On attend la libération.
Ah ben oui, hein, dès qu'on est libéré, on va retrouver les gens qui nous ressemblent. Yes. Oui, mon frère, c'est clair. On va pas lâcher l'affaire. Quelles que soient les difficultés. Merci à Céline aux États-Unis qui a écouté l'émission. Merci de tout cœur, Céline. Merci à vous qui écoutez l'émission L'Union tous les mercredis depuis juillet. Merci à Amy et à Lion qui sont dans les studios. Le petit David, il est là. Ouais. Oh, vas-y. Et merci et David, en vrai, et Émile Lévé et Lion. Vous entendez sa voix? Ouais, ça c'est le futur. Pensez pour Nana, pensez pour tous les enfants sur cette terre en Guadeloupe. Vous êtes le futur. Et quelles que soient les difficultés rencontrées, il faut recommencer, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Quel que soit ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut même pas parler trop de ça. Zok est arrivé. Et là, c'est toi le futur. Tu vas y arriver, mon frère. Et puis, bon, pour la dernière, on va dire, merci de tout cœur, hein, les frères et sœurs en Afrique. Ras Néron, notre partenaire qui nous envoie de la musique chaque semaine. Merci. King Fada, Nyofa et Sista Iben. Merci. Master Eli. Toutes les personnes avec qui je suis en contact là-bas, merci. Ayof, Monsieur Doudou, mon couturier de nuit, merci. Merci à vous qui envoyez les messages, qui écoutez les replays, qui donnez la force. Ça va se faire petit à petit, dans. On ne va pas lâcher l'affaire. Et nous avons la foi, les convictions sincères que nous qui arrivons et nous qui faisons vers l'Afrique. C'est le but de l'émission L'Union. Merci à Radio Sophia Altitude de me donner l'opportunité de donner à tous les animateurs l'opportunité de partager leur passion avec tout le monde. Merci aux frères et sœurs de Sané Farine. Merci à tous. Paradise, Nana, la famille, mon père, les cousins, les cousines, les gens, quel que soit là où vous êtes. Merci à tous les invités d'avoir joué le jeu, de nous avoir donné la force. Et nous continuons de plus belle. Nous n'allons pas lâcher l'affaire. C'était l'émission L'Union avec M. David Anro, sélecteur général David de Sané Farine, qui est venu nous raconter son parcours en Afrique. Il est 18h52. C'était la dernière de l'émission L'Union pour 2020. Prenez soin de vous. Prenez cool, nous allons rester connectés et puis surtout on garde de l'amour dans notre cœur, quel que soit ça vous fait vers nous, nous pas la guerre. D'accord? Merci David, merci Amy, merci Lion. Allez, à mercredi prochain.